Cette interview rare et sans détour de l'ambassadeur de Russie au Royaume-Uni, Andrei Kelin, lève le voile sur les tensions profondes qui secouent aujourd'hui l'Europe et l'ordre international. Accusations d'escalade délibérée, jeux dangereux en mer, fractures grandissantes entre Londres et Washington, impasse du processus de paix en Ukraine, rôle trouble de la France et du Royaume-Uni, crise de légitimité du Conseil de la paix, avenir de Gaza, tensions autour de Chagos et de Diego Garcia, ambition militaire britannique, dérive budgétaire, affaiblissement économique et colère sociale au Royaume-Uni. Aucun sujet majeur n'est éludé. Ce sont des jeux extrêmement dangereux, avertit Kellin, tandis qu'il affirme que Londres est aujourd'hui l'un des principaux obstacles à l'établissement de la paix en Ukraine et en Europe. À travers cette analyse stratégique, il dessine les contours d'un monde en pleine recomposition où l'ancien ordre occidental vacille et où les décisions prises dans l'ombre pourraient avoir des conséquences globales. Londres cherche-t-il réellement la paix ou la prolongation du conflit au service de ses intérêts géopolitiques? Suivez la vidéo jusqu'à la fin. Aimez et partagez et donnez vos avis en commentaire. Merci pour votre précieux soutien. Andrei Vladimirovitch, bonjour, merci d'avoir tout l'état. Je voulais commencer la conversation, bien sûr, par le Groenland. Nous sommes tous, comme plaisantent certains de mes collègues, tous un peu groenlandais en ce moment. Mais je vais commencer par autre chose. Monsieur Starmer a déclaré tout récemment, en tout cas la nouvelle est sortie, qu'il allait, je cite, se rapprocher de l'UE en raison de l'imprévisibilité des États-Unis. Comment pourriez-vous commenter cela? Y a-t-il beaucoup de telles déclarations à Londres en ce moment? Eh bien, le sujet du rapprochement avec l'Union européenne, en fait, avec l'arrivée de Starmer, il a toujours été présent. On ne peut pas y échapper. Le commerce, environ 40% du commerce extérieur britannique, concerne l'Union européenne. Voilà. Et pendant le Brexit, beaucoup d'erreurs ont été commises lors de la signature de l'accord. Maintenant, ici, on le regrette beaucoup et on essaye de corriger ces erreurs. Mais dans l'Union européenne, on voit cela d'un œil plutôt morose. Les bureaucrates là-bas, en fait, veulent faire du Royaume-Uni un exemple à ne pas suivre. Ou plutôt, ils veulent que les autres ne soient pas tentés d'imiter la Grande-Bretagne en quittant l'Union européenne. Voilà. Quant à l'équilibre entre les relations avec l'UE et les États-Unis, il est vrai que il faut dire qu'il y a certaines fissures qui sont apparues dans les relations avec les États-Unis et elles s'élargissent rapidement. Les mécanismes de coopération établis depuis de nombreuses années commencent à dysfonctionner ici. Des tensions à Washington. Comment cet équilibre va évoluer à l'avenir, c'est pas encore très clair. C'est un processus très politique, je dirais, qui est actuellement en pleine dynamique. Autrement dit, cette fissure existe bel et bien, même si certains pensent que ce n'est qu'un camouflage, que ce sont des chamailleries sans importance. Et ainsi de suite, que tout cela n'est pas sérieux. Donc en réalité, ce n'est pas le cas. En fait, toute cette année, depuis le début, on a essayé ici de suivre une stratégie d'apaisement et de flatterie envers Donald Trump. Cela s'est notamment traduit par un refus de critiquer Washington, de beaux gestes symboliques comme une réception solennelle chez le roi. Enfin, il y a eu des concessions sur les tarifs commerciaux. Cependant, de manière discrète, Londres tentait d'imposer aux Américains ses propres approches sur les questions les plus fondamentales pour les Britanniques, y compris l'Ukraine. C'est alors qu'est apparue la stratégie de sécurité, puis l'affaire du Groenland. Et tout cela a provoqué, pour le dire doucement, de l'indignation et des doutes quant à l'efficacité de cette ligne d'apaisement. La sensation d'équilibre existant s'est dissipée. Et maintenant, il va falloir élaborer ses propres schémas, rétablir la confiance. Ce n'est pas simple. D'ailleurs, l'idée lancée par Trump de créer un Conseil de la paix, dont nous reparlerons, a, à ce que je comprends, provoqué ici une forte irritation. Starmer a en fait refusé d'y participer. Et apparemment, ils ont ressenti qu'un nouvel ordre mondial commence à se former, fondé non pas sur les règles habituelles, pour l'Occident et Londres en particulier, mais sur des principes tout à fait différents. Néanmoins, il est important de te rappeler que les intérêts communs des États-Unis et de la Grande-Bretagne sont en méfiant, restent tout de même bien plus nombreux que les divergences. Regardez, oui, il y a tout de suite plusieurs points. Un coin est enfoncé dans cette fissure qui s'est formée. Eh bien, le Groenland, comme je l'avais promis, il y a eu différentes positions constantes de l'Europe concernant l'envoi de troupes. Puis, il semblerait qu'il y ait eu une sorte d'accord, de négociations qui ont été annoncées. D'ailleurs, Trump a encore déclaré hier qu'il prendrait autant qu'il lui faudrait. Quelle est la position de la Grande-Bretagne sur cette question? À quel point est-elle clairement formulée à l'heure actuelle, finalement, au bout du compte?
Je dirais pas que c'est le cas. Il y a ici des hésitations et on sent que les politiques sont déstabilisés. Au général, l'intention d'utiliser les tarifs comme un instrument de pression sur les alliés a été particulièrement inattendue pour Londres et a suscité une certaine inquiétude. C'est ainsi que cela a été perçu. C'est vraiment ressenti comme un coup porté au fondement transatlantique établi il y a 70 ans. Dans les médias, on exprime aujourd'hui des craintes que, après le cas du Groenland, Trump puisse à nouveau porter son attention sur le Canada. D'ailleurs, on considère que le Premier ministre canadien a été plus efficace que Trump lors de son intervention à Davos. Et il s'est montré beaucoup plus proche de ce que pensent les Européens, en particulier les petits pays. C'est sans doute pour cette raison, ayant ressenti cette invitation à Marc, Koukarni a été rappelé du Conseil de la paix. En somme, il y a actuellement une sorte de joute à distance entre la direction locale et les Américains. C'est pas une confrontation directe, ils ne s'affrontent pas en personne. Ici, en fait, les débats se déroulent au Parlement. Starmer a dénoncé la menace tarifaire de la Maison-Blanche, mais s'est abstenu d'annoncer toute mesure de rétorsion. Il a accusé Trump de faire pression sur Londres lorsque les Américains ont exprimé leur point de vue. Des doutes subsistent quant à la pertinence de l'accord conclu par la Grande-Bretagne, avec Maurice à propos de Chagus. En somme, il y a un débat animé au Parlement. Parmi les experts, c'est la même chose. On se demande comment poursuivre la relation avec Washington. On a un peu l'impression que Londres veut simplement traverser cette tempête, pour l'instant. Soit Trump se calmera, soit ses opposants le calmeront. Ses propres politiques aux États-Unis. Ou alors, il faudra quand même prendre une décision. Mais on n'a pas envie de décider. Cependant, tout cela viendra plus tard. Pour l'instant, il n'y a pas de solution toute faite ici, mais le refus de céder aux Américains, le refus de céder à Donald Trump, est très perceptible chez beaucoup. Et il me semble que cela se manifeste justement dans le fait que Mark Carney, que vous avez mentionné, est justement allé en Chine tout récemment. Il n'avait jamais commercé auparavant. Et ce rapprochement, en général, il est clair que le Canada a toujours été sous l'influence, je vais le dire gentiment, de Londres, parce qu'il y a un gouverneur général britannique là-bas. En fait, c'est une partie de l'ancienne Grande-Bretagne, à propos de laquelle notre ministre des Affaires étrangères a dit qu'elle n'était plus que la Bretagne. D'ailleurs, est-ce que cela a été commenté à Londres ou bien c'est passé inaperçu? Il y a eu des commentaires, mais principalement dans les courriers des lecteurs, je dirais. Il n'y a pas eu de déclaration officielle à ce sujet. En ce qui concerne le Canada, je ne vais pas parler en son nom. Mais là-bas, il y a, d'après ce que je comprends, un nombre énorme de Chinois, une part significative de la population, qui s'en approche. Je ne donnerai pas de chiffre exact maintenant, mais d'après les données que j'ai, qui datent peut-être de quelques années, c'est autour de 30%. Et c'est pour eux un gros problème du point de vue de la sécurité. En ce qui concerne le Canada, il y a ici une joute verbale à distance, puisque Trump attaque et le Canada se défend, essayant, contrairement aux Européens, de faire preuve de fierté et de rester unis. Les Européens, eux, sont plutôt terre à terre. Ils avalent pour la plupart tout ce qui vient actuellement de la Maison-Blanche. Et il y a une résistance du côté de Londres. Pour l'instant, cela bouillonne à l'intérieur, mais cela ne se manifeste pas à l'extérieur. Andrei Vladimirovitch, il y a encore un autre point, car je suis tombé sur une information selon laquelle le deuxième plus important, le fonds de pension australien, c'est des centaines de milliards de dollars. On estime qu'il essaie actuellement de se débarrasser de, ou de se couvrir contre la chute du dollar. C'est donc un chantage de la part de Londres, en fait, parce que les autorités australiennes de ce niveau et de telles institutions, elles ne feraient pas cela sans raison, c'est évident. Autrement dit, peut-on dire qu'il s'agit d'une tentative, d'une manifestation de cette lutte en coulisses entre Londres et Washington? Ou bien les experts à l'intérieur ne posent-ils pas la question ainsi? Eh bien, si l'on regarde les marchés, il y a d'énormes fluctuations ici. Parce que lorsque Trump a annoncé il y a 2 jours une guerre tarifaire en lien avec le Groenland, le marché a brusquement chuté. Dès qu'il a retiré cette déclaration et dit qu'il n'y aurait pas d'attaque, les marchés sont immédiatement repartis à la hausse. Tirer des conclusions sur cette base, ce ne sont que des mouvements erratiques, à mon avis. Eh bien, Andrei Vladimirovitch, j'aimerais quand même revenir, comme vous l'avez justement remarqué, au Conseil de la paix. Parce que ce jeu de donner et de prendre, je parle du Canada, et en général, je comprends que l'attitude à Londres envers cette organisation renaissante est plutôt froide. Starmer a bien été invité à participer au Conseil de la paix. Il a reçu l'invitation, n'a pas donné de réponse officielle, mais a exprimé des opinions négatives.
ou plutôt ses évaluations étaient négatives. Les experts sont eux aussi très sceptiques, mais plusieurs facteurs étaient en jeu. Tout d'abord, le scandale du lancement. Le projet du Conseil de la paix a bien sûr été éclipsé par le scandale du Groenland. Et dans le contexte de l'escarmouche avec Washington, le désir de soutenir les opérations de maintien de la paix du dirigeant américain a sensiblement diminué. De plus, bien sûr, l'invitation à rejoindre le Conseil du président de notre pays a été accueillie avec une certaine réserve. Ici, dans les médias, il y a un consensus. Cela serait inacceptable. Pourquoi? Ce n'est pas clair. Nous n'avons encore donné aucune réponse à ce sujet. Définitive, bien que dans l'ensemble, toute initiative liée au maintien de la paix ait été accueillie favorablement. C'est toujours utile. Lors de la cérémonie de signature de la Charte du Conseil de la paix, hier, les représentants britanniques étaient absents. Mais si l'on considère spécifiquement l'aspect proche-oriental, qui était d'ailleurs la raison initiale de sa création, il y a là un contraste marqué avec ce qui se passait auparavant. Quand, à la fin de l'année dernière, la Grande-Bretagne a voté en faveur de la résolution du Conseil de sécurité soutenant le plan Trump, concernant le règlement de la crise à Gaza. Mais aujourd'hui, en réalité, la situation est tout à fait floue. Et les Britanniques évitent la question principale. Dans quelle mesure le Conseil de la paix est-il réellement capable d'aider à résoudre le problème des habitants de Gaza, des Palestiniens? Qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, en général, tout d'abord, Londres s'intéresse beaucoup moins aux problèmes du peuple palestinien qu'à ses propres jeux politiques. Et bien sûr, cet aveuglement idéologique extrême du pouvoir en place, cercle du royaume qui voit le monde entier en noir et blanc. Londres pourrait valoir 1 milliard de voleurs. C'est dommage. Ou bien ont-ils des reproches sérieux à faire à ce projet? Parce que pour l'instant, c'est juste, ça ne nous plaît pas parce qu'il y aura Poutine. Et c'est tout. Mais ce n'est pas sérieux, là. Ce n'est pas une approche gommable. Eh ben, vous savez, ici, pour 1 milliard, je pense qu'il s'étranglerait, honnêtement. Parce que c'est comme ça, ici. Trishkan, Kantab, Kaftan découpent le budget en petites tranches. Donc je pense que la question d'1 milliard n'en vaut tout simplement pas la peine. Il existe un énorme déficit de financement, notamment pour la défense, le ministère de la Défense et tout ce qui concerne l'armée. On parle ici de 20, mais après comparaison des chiffres, ce n'est pas suffisant. 20 milliards pour financer les programmes en cours, sans compter qu'ils avaient promis de le porter à 2,5% du PIB d'ici la fin de l'année, mais qu'ils avaient promis de le porter à 5% d'ici 2030. C'est absolument fantastique ici. C'est pourquoi je considère maintenant chaque point comme de la livre sterling, comme on dit. Mais il est fort douteux qu'il s'agisse d'un milliard. Bien. Si j'ai bien compris, il y a des raisons sérieuses. Jusqu'à présent, Londres n'a pas affiché une attitude aussi détachée. Alors, quelques points, Artom. Dans une moindre mesure, ils affirment que cela détruira l'ONU. Ils disent pour la plupart qu'ils ne veulent pas s'asseoir à la même table que le président de la Fédération de Russie. Eh bien, il est fort probable qu'ils voudront bien accepter s'ils en ressentent véritablement le besoin nécessaire pour avancer. Ah ben oui, s'il y a une table, alors bien sûr, ils s'y asseoiront forcément. D'ailleurs, une nouvelle vient de tomber. Trump a qualifié de stupidité le transfert de l'île Diego Garcia à la Grande-Bretagne et a de nouveau justifié les revendications des États-Unis sur le Groenland. Autrement dit, le célèbre feuilleton Santa Barbara continue, si je comprends bien. Oui, bien sûr, naturellement. Eh bien, si l'on parle des Chagos, en fait, ils n'ont pas encore été transférés. Effectivement, à l'île Maurice. L'accord est actuellement au Parlement. C'est une question complexe. L'île Diego Garcia fait effectivement partie de l'archipel et revêt une grande importance militaire et stratégique, surtout pour les Américains. Le statut des îles est contesté. En 2019, un avis de la Cour internationale de justice a constaté l'illégalité de la séparation des Chagos de l'île Maurice. À l'époque, ils ont été intégrés au territoire britannique de l'océan Indien. Tout cela a créé une certaine incertitude juridique quant à l'appartenance de l'archipel, ce qui a entraîné une ambiguïté juridique concernant la base. Les Américains tenaient beaucoup à ce qu'elle reste, les Britanniques aussi. Et d'abord, les conservateurs, puis les travaillistes, ont tenté de la supprimer, craignant que les autorités mauriciennes, comme auparavant, ne saisissent à nouveau les instances internationales et poursuivent les démarches judiciaires. De plus, Londres n'a pu trouver aucun argument qui lui permette de compter sur une défense victorieuse. Dans cette situation, c'est pourquoi il a été concocté assez rapidement. D'accord. Ce qui, toutefois, laissait de nombreuses lacunes dans l'analyse. Et ici, de tous côtés, les dirigeants britanniques sont désormais attaqués.
Premièrement, il s'agit des habitants autochtones de l'archipel, qui ont été expulsés à l'époque. Ils réclament une compensation, exigent leur retour et saisissent également les tribunaux. Deuxièmement, tous les partis d'opposition au Parlement, y compris, chose étrange, les conservateurs, qui étaient à l'origine de toute cette affaire, dénoncent aujourd'hui l'inacceptabilité des fonds prévus pour l'allocation. Dans cette affaire, y compris pour les paiements et ainsi de suite. La critique est très virulente. Mais à cela s'est ajouté Trump, qui, au départ, avait fait une déclaration du département d'État, quelque part au début de l'année, à propos du fait que tout était correct, que c'était la bonne chose à faire, et soudain, Trump a exprimé une vive critique de l'accord existant. Oui, je me souviens de ce message, pas celui d'aujourd'hui. C'est justement pour confirmer qu'il existe bel et bien ces frictions entre Londres et Washington qui prennent désormais même un caractère territorial, ce qui n'était pas vraiment observé auparavant. C'est apparemment un certain symptôme. Oui, c'est l'une des lignes de fracture dont je parlais au début. Bien sûr, cette affaire va se poursuivre. Comme je l'ai déjà dit, l'accord est au Parlement. Il est également critiqué en ce moment, il pourrait y avoir des modifications, je ne sais pas comment cela va évoluer, mais néanmoins, le scandale autour de cet accord ne s'apaise pratiquement pas. Eh bien, Andrei Ivanovitch, tout cet examen de leur part nous intéresse surtout parce qu'on se demande si, sous l'influence de tous ces événements, Londres pourrait changer sa position concernant l'Ukraine. Pour l'instant, je vois que Londres a déclaré qu'à la demande de Kiev, il fabrique le missile Crépuscule. Un missile censé avoir une portée de 500 km, soi-disant. Quel genre de commande Kiev peut-il passer alors qu'il n'a pas d'argent, que chez lui tout gèle? Cela signifie donc que c'est la Grande-Bretagne qui, en réalité, s'arme sous ce prétexte, dépensant l'argent des contribuables, ces livres sterling qu'ils n'arrivent pas à se répartir. Mais pour le missile Crépuscule, ils trouvent de l'argent. Et pas qu'un peu, c'est une somme importante. C'est un peu exagéré de dire que des commandes ont déjà été passées. Pour l'instant, un appel d'offres vient seulement d'être lancé parmi l'industrie britannique et d'autres pour concevoir un tel missile. Il faut qu'il y ait un concours, des développements, des travaux de recherche et développement qui doivent bien sûr être réalisés. Et ce n'est qu'ensuite, très probablement, que la mise en œuvre effective, le début de la réalisation de ce projet, aura lieu vers 2030, pas avant, voire même plus tard. Et sans doute, tout cela dépendra encore une fois de la situation géopolitique. Est-ce qu'un tel missile est nécessaire ou non? C'est pourquoi, pour l'instant, on ne peut pas dire que... J'irai pas jusqu'à dire que ce missile va apparaître ici d'un jour à l'autre. Non, non, c'est évident. Mais néanmoins, en tant qu'attention, nous comprenons qu'il n'apparaîtra pas de là. Mais tout de même, L'intention, oui. Et attention. En somme, oui. C'est justement cet accord d'intention, bien sûr, encore une fois. Andrei Vladimirovitch, un autre sujet extrêmement important pour nous, c'est le comportement provocateur de Londres en mer. Ils se sont souvenus de leurs douleurs fantômes britanniques, probablement parce qu'autrefois ils étaient les maîtres, les souverains des mers, la Grande-Bretagne l'était. Et ce pétrolier, qui a été retenu par les autorités françaises, soi-disant qu'elles agissaient, les autorités françaises, avec l'aide des autorités britanniques, avec leurs données, etc. Voilà, ce plan, qui a été rendu public par Londres, nous empêchait de vendre notre pétrole. Comment peut-on comprendre cette situation ici et comment pouvons-nous la commenter? Parce que je comprends que la situation est compliquée, mais tout de même, que peut-on dire à ce sujet? C'est un acte de hooliganisme très dangereux, je dirais. Vraiment. Cela a commencé et à en juger, cela va continuer. Dans ce cas précis de la rétention du pétrolier par les Français, cela s'est fait avec la participation d'un navire de renseignement, le Royaume-Uni, c'est-à-dire que les Britanniques y ont participé. C'est que là, il y a actuellement un marchandage de ce genre au Parlement. En effet, il y a quelque temps, le gouvernement a déclaré qu'il possédait un document qui autorise de telles actions. Un document, nous l'avons étudié. Il s'agit d'un document cadre. Il n'autorise pas encore l'usage de la force contre les pétroliers sous sanction. Mais le processus est en cours. Mais aujourd'hui, il est important de noter qu'on a dénombré ici qu'environ 40 camions-citernes de sous-stations avaient effectivement traversé la Manche rien qu'au cours du seul mois de janvier dernier. Et apparemment, ce processus va se poursuivre. Il s'agit là d'une activité extrêmement périlleuse et risquée. Je dirais qu'il s'agit là, bien entendu, d'une véritable escalade de l'instabilité géopolitique qui règne actuellement dans l'ensemble des régions du globe. Sur fond d'efforts diplomatiques pour résoudre le conflit, la France et le Royaume-Uni, au contraire, s'efforcent délibérément d'aggraver et d'envenimer la situation actuelle. Ils cherchent à l'étendre au-delà de l'Ukraine et la faire éclater ailleurs.
Cela signifie qu'il sape les efforts actuels et tente de faire obstacle au processus de paix qui se déroule aujourd'hui à Abu Dhabi et qui se sont développés hier à Moscou. Les représentants américains du budget de la santé jouent un jeu très dangereux avec notre président, je dirais même. Donc, vous n'excluez pas que ces tentatives d'arrestation se poursuivent, ai-je bien compris? J'en ai déjà peur, oui, j'en ai déjà peur. Jusqu'à... André, tu soulèves encore un point. C'est vraiment un sujet extrêmement important que tu viens d'aborder. C'est en fait un sabotage des processus de paix en cours entre la Russie et les États-Unis concernant la régulation de la crise ukrainienne. Il y a une chose que je ne comprends pas. Qu'est-ce que Londres veut finalement? Qu'il s'assoie et décide lui-même, à trois, avec Starmer, Poutine et Trump. C'est vraiment ce qu'ils veulent? Mais ils comprennent bien que cela ne va arriver pas. Qu'est-ce qu'ils cherchent à obtenir? Avant tout, ils veulent conserver l'ancien régime nazi sur le territoire restant de l'Ukraine. Il doit rester tel qu'il est actuellement. Et deuxièmement, créer une ligne de dissuasion contre la Russie en s'appuyant sur l'Ukraine. Ce sera la première ligne de dissuasion. Ici, ils veulent laisser la situation telle qu'elle est, peut-être au prix de certaines concessions territoriales. Mais les intentions sont tout à fait évidentes. Il n'est pas question ici d'un règlement définitif, ni de garantie de sécurité pour tous, y compris la Russie. Qui empêche l'instauration de la paix en Ukraine et plus largement en Europe, ainsi que la création de ce système de sécurité européen? Ce n'est pas seulement Londres, c'est aussi Paris, qui, à mon avis, veut vraiment diriger ses efforts, tout comme Londres. Et bien sûr, il y a l'Allemagne, avec son gouvernement actuel. Il y a aussi les pays du Nord, y compris bien sûr les pays baltes. Les sentiments y sont quelque peu différents. Nous voyons, eh bien, dans toute l'Europe, c'est évident, par exemple en Hongrie, disons, en Slovaquie, et ainsi de suite. Mais dans l'ensemble, ces pays tout cela leur déplaît fortement. Ils veulent envoyer des troupes en Ukraine. C'est pourquoi une coalition de volontaires est en train de se former afin de préserver l'Ukraine telle qu'elle était à la veille du conflit, ou ce qu'il en restera après sa résolution. Andrei Ivanovitch, j'aimerais poser une dernière question. J'ai vu ici des données sur l'activité économique. Les données britanniques sont sorties. Et pour janvier, à en croire les chiffres préliminaires, c'est vraiment le grand luxe dans l'économie britannique. L'indice PMI est carrément en hausse, et c'est bon, aussi bien dans l'industrie que dans les services. Tout est-il soudain devenu si merveilleux dans l'économie britannique? Eh bien, sur l'année écoulée, actuellement, la croissance affichée est d'1,5%. Il me semble toutefois que ces chiffres sont quelque peu gonflés, puisqu'ils ont semblé être constamment négatifs tout au long de l'année. 0,2, plus 0,2, moins 0,3, plus 1, etc. D'où vient ce pourcent et demi? Pour être honnête, nous sommes en train d'analyser ça. Mais la situation de l'économie britannique elle-même a très peu changé. Les prix continuent d'augmenter. Dans certains secteurs, la situation ne s'améliore pas. Je dirais que la situation est cruciale pour l'économie britannique. Les services ont quelque peu progressé, mais la population reste tout de même très mécontente. Du Premier ministre actuel, dont la popularité est aujourd'hui à son niveau le plus bas. Pratiquement chaque jour, on entend dire que le gouvernement mène le pays dans la mauvaise direction. Eh bien, nous verrons comment les choses évoluent. Andrei Vladimirovitch, merci beaucoup. Tumire? Merci pour vos bonnes questions. Avant d'aller plus loin, posons quelques questions essentielles que ce discours soulève inévitablement. Assistons-nous à une recomposition réelle de l'ordre mondial ou à une simple phase de turbulence avant un retour aux équilibres anciens? Les puissances européennes agissent-elles par vision stratégique ou par réflexe de survie face à leur déclassement? Jusqu'où l'escalade indirecte peut-elle aller sans franchir un point de non-retour? Qui a aujourd'hui un intérêt réel à la paix et qui tire profit de la prolongation des crises? Je vous invite à partager vos analyses en commentaire, car ce débat est central. Sur le plan géopolitique, cette intervention offre une grille de lecture particulièrement instructive des dynamiques profondes actuelles. Elle met en lumière la perte d'unité du bloc occidental, la fragilisation des alliances historiques et la tentation croissante pour certaines puissances intermédiaires de compenser leur affaiblissement structurel par des stratégies de tension, de blocage ou de surenchère symbolique. Elle rappelle aussi que lorsque la diplomatie est dominée par l'idéologie, la communication ou la peur du déclassement, les crises cessent d'être gérées et deviennent des instruments politiques, ce qui accroît mécaniquement les risques globaux. Au-delà de la géopolitique,
Cette analyse contient des enseignements puissants pour la vie personnelle et professionnelle. Elle montre que l'excellence durable repose sur la lucidité, la vision à long terme et la capacité à distinguer les postures des réalités, que l'aveuglement idéologique enferme tandis que la compréhension fine des rapports de force libère des marges de manœuvre, et que progresser d'excellence en excellence exige sang-froid, cohérence entre valeurs et moyens, maîtrise de l'information et courage intellectuel face aux récits dominants. Dans un monde instable, ceux qui avancent sont ceux qui analysent avant de réagir et qui transforment l'incertitude en levier stratégique. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Si ce contenu vous a apporté de la valeur, pensez à aimer, partager et commenter pour faire vivre le débat. YouTube pense que la vidéo qui s'affiche pourrait vous intéresser. Cliquez pour la regarder. Merci et à très bientôt.